Et le 30 octobre 1960, Mobutu organise un combat de boxe historique, surnommé le combat du siècle, opposant les champions du monde Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa. Un combat mythique est devenu mystique, marqué bien évidemment par la puissance de Mohamed Ali sur Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Raphaël. C'est parti pour la deuxième partie de notre épisode sur l'histoire de Joseph Désiré Mobutu. Si vous désirez voir la première partie, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis les liens dans la description. Et c'est parti. Après le passage de Mobutu dans l'armée et après avoir fait connaissance avec Patrice Emery Lumumba, à l'âge de 25 ans, il se marie à Marie-Antoinette Biatibois Yétene âgée de 14 ans, avec laquelle il aura 8 enfants, et ça, ce n'est que son premier mariage. Son journal l'envoie en 1958 à Bruxelles au congrès de la presse coloniale, où il retrouve des compatriotes nationalistes et où il fera un stage de formation et peut ainsi faire partie de l'entourage de Lumumba à la table ronde économique qui en avril et en mai 1960 prépare en catastrophe l'indépendance du Congo belge. Mais Mobutu a des contacts avec la sûreté belge comme pratiquement tous les stagiaires de l'époque. Et c'est à cette occasion qu'il est repéré par Larry Devlin, officier de la CIA et futur chef d'antenne de la CIA au Congo avec lequel il noue des bonnes relations. Et à l'indépendance, le 30 juin 1960, Mobutu est secrétaire d'État chargé des questions politiques et administratives dans le gouvernement formé par Patrice Emery Lumumba. Et on lui confie la mission de ramener le calme dans les casernes en ébullition et il devient chef d'état-major et colonel. Vu qu'il était le seul lumumbiste à avoir une quelconque expérience militaire, il profite du désaccord qu'il y avait entre différents hommes politiques pour évoluer très rapidement dans la hiérarchie militaire. C'est alors que sous l'influence des ambassadeurs de la Belgique et en sa qualité de chef d'état-major, qu'il fait arrêter et assigner à résidence Lumumba en 1960. Ce qui lui permettra d'accomplir son premier coup d'état le 14 septembre 1960 afin d'éliminer Lumumba qu'il l'a livré à Moïse Tshombe. Et ce dernier lui fera torturer et assassiner le 17 janvier 1961. Joseph Mobutu, promu général, rend les pouvoirs au public en février 1961. Ce premier coup d'état compte beaucoup dans les relations entre les Belges et Mobutu. Il met en place un gouvernement temporaire sous la direction de Pierre Moulele et des rebelles partisans de Lumumba partent en guerre contre Mobutu, mais avec l'aide des États-Unis, il parvient à vaincre et conquérir l'ensemble du territoire. Cette victoire qui aurait dû être impossible sans l'aide occidentale. Il pose alors son pouvoir sur deux piliers. À l'extérieur, le contexte de la guerre froide et à l'intérieur, la stabilité. Le second coup d'état de Mobutu date du 24 novembre 1965 contre le premier président de l'ancien Congo belge, Joseph Kasavubu. Ce coup d'état réussit avec l'aide de la CIA. Vu que le pays était déjà dans une crise politique, ce coup d'état était acclamé et accepté de tous. La population, tant congolaise qu'étrangère, applaudit ces coups, à l'exception de la Chine et l'URSS, et aussi la France qui montre des réticences. En 1966, il fait prendre l'ex-chef du gouvernement Évariste Kimba avec 3 de ses ministres. Et en 1967, la CIA organise l'enlèvement de Moïse Tshombe, qui décédera ensuite dans une prison algérienne. Et en 1968, Pierre Moulele, compagnon de Lumumba, qui dirige un mouvement révolutionnaire auquel participe également Laurent Désiré Kabila, sera torturé à mort. Et enfin, en octobre 1968, Mobutu est débarrassé alors de tous ses rivaux. En 1969, il fait écraser une révolte estudiantine qui cause d'ailleurs plusieurs morts et les corps des étudiants abattus sont jetés dans des fosses communes et une dizaine d'étudiants sont condamnés à mort.
et environ 2000 étudiants sont enrôlés dans l'armée où ils apprennent à obéir et à fermer leur gueule. Il instaure un régime autoritaire à parti unique, les mouvements populaires pour la révolution, et devient maréchal président en 1982. Après le décès de sa première femme, Marie-Antoinette, le 22 octobre 1977, il épouse Bobby Ladawa le 1er mai 1980 et 4 de ses fils issus de son premier mariage sont décédés. L'un des souhaits de Mobutu était que le pays retrouve sa culture profonde. C'est alors qu'il instaure la zaïrianisation, un mouvement politique qui consiste au retour à une authenticité africaine des toponymes et des patronymes en supprimant tout ce qui est en consonance occidentale. Et l'année 1971 est surnommée l'année des 3 Z. Il renomme à la fois le pays, le fleuve et la monnaie sous le nom du Zaïre. Il impose un costume traditionnel, crée une version zaïroise du costume occidental appelé l'Abacoste, abréviation des Aba les costumes, et oblige aux Zaïrois de choisir des prénoms d'origine africaine et locale, c'est-à-dire il interdit les noms chrétiens. Ce qu'il fait lui-même en devenant Mobutu Sese Seko Kukumbedu Wazabanga. Ce qui signifie en lingala, Mobutu, le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Au début, le régime de Mobutu est très bien vu sur le plan international. Sa personnalité avenant et les ressources naturelles de son pays aident un peu. Et le Zaïre est alors considéré comme un exemple pour toute l'Afrique. Les investisseurs étrangers se précipitent sur les ressources naturelles dont le Zaïre est richement pourvu. L'État zaïrois lance alors une politique de grands travaux, les éléphants blancs, qui donne lieu à une importante corruption des élites politiques et administratives. La relation entre les Zaïre et la France s'améliore aussi vers la fin des années 1960. Et Mobutu est même le dernier chef d'État à être reçu à l'Élysée par Charles de Gaulle avant la démission de ce dernier. Et des accords de coopération militaire sont mis sur pied dans les années 1970. Mobutu représente alors ce qu'aime l'administration belge. Il sait les caresser dans le sens du poil, comme avec l'arrestation de Lumumba. Mais il sait aussi qu'il a besoin du soutien de la population zaïroise. C'est ainsi qu'il fait de Lumumba le héros national. Et c'est en son nom que les toutes puissantes entreprises minières belges sont nationalisées en 1966. Au fil du temps, les méthodes du régime et le non-respect des droits de l'homme les déconsidèrent aux yeux des démocraties. Au-delà du soutien parfois difficile de la France et de la Belgique, Mobutu fait appel au début des années 1970 à la Chine, à la Corée du Nord et à l'Israël. Contrairement à la plupart des gouvernements africains, Mobutu soutient les régimes ségrégationnistes de l'Afrique du Sud au nom de la lutte contre le communisme. Et le 30 octobre 1960, Mobutu organise un combat de boxe historique, surnommé le combat du siècle, opposant les champions du monde Mohamed Ali et Georges Foreman à Kinshasa. Un combat mythique est devenu mystique, marqué bien évidemment par la puissance de Mohamed Ali sur et en dehors du ring. Kinshasa est alors devenue, à la demande de Mobutu, la capitale mondiale de la boxe. Le président Mobutu, qui avait pourtant annoncé à tout Kinshasa qu'il était à l'origine de ces cadeaux au peuple zaïrois. Ces matchs avaient donc effectivement entièrement été financés par les dirigeants du Zaïre dans le contexte de sa politique d'authenticité. Du côté de Mobutu, il y a une manière de montrer sa popularité, de montrer le Zaïre aux Afro-Américains. C'était donc ça la deuxième partie de notre épisode sur l'histoire de Joseph Désiré Mobutu. Je vous ai mis les liens de la première partie dans la description. Si vous voulez voir la troisième partie, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la troisième partie. Au revoir.